Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Nouvelle vidéo, nouveau point lecture et après je suis à jour. Enfin à jour. J'ai lu un nouveau livre, donc ça veut dire qu'il y aura un point lecture très bientôt. Mais je reste à jour sur toutes mes lectures depuis le début de l'année. D'ailleurs je tenais à m'excuser pour le bordel ambiant. En ce moment nous sommes en plein travaux avec mes parents et donc dans pas longtemps mes deux bibliothèques vont bouger. L'entièreté de ma chambre en fait va bouger parce que du coup je vais récupérer l'entièreté de la place. Là actuellement je la partage avec ma soeur, ce ne sera plus le cas dans 2-3 semaines. Donc j'attends en fait d'avoir bougé mes bibliothèques pour pouvoir ranger tous mes livres. C'est pour ça que j'ai des piles de livres un petit peu posés partout, j'ai des trous partout dans les bibliothèques parce qu'en fait j'attends de pouvoir ranger. Je veux pas me faire chier à tout ranger, tout réorganiser alors que dans 3 semaines je suis obligée de tout bouger. Donc pour l'instant c'est un petit peu précaire. Du coup, les deux livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est La Rage des Fae, le tome 1, Le baiser du prince de sang de Alessa Thorne chez Milady, et À Cotard, donc Un palais d'Épinay de Rose, le tome 1 de Sarah Gimas chez La Martinière. Je vous propose qu'on aille tout de suite. C'est parti! Tout d'abord, La Rage des Fae, le tome 1 de Alessa Thorne chez Milady. Je lis, en ce moment je lis beaucoup de trucs sur les failles, c'est pas fait exprès, c'est juste que j'adore cet univers-là depuis que je l'ai découvert et du coup je suis un petit peu attirée par ça. Il faut savoir que ce livre, je l'ai... Ah, le marque-page. Ce livre-là, je l'ai acheté un petit peu par hasard. En fait, j'avais fini mon livre du jour dans le transport du matin et donc du coup pour rentrer le soir, je me suis acheté un livre. En soi, je l'ai pas commencé le soir parce que je me suis dit bon... c'est pas grave. Mais du coup, j'ai appelé ma soeur et je lui ai fait la blague de « Oh bah tiens, je vais me prendre un livre ». Et au final, je suis tombée là-dessus et je me suis dit pourquoi pas. En plus, la couverture est trop belle. Alors, on va suivre Elise. Elise, c'est une humaine qui vit à Londres, je crois. Elle vit en Angleterre, en gros. Elle a une vie tout à fait normale, voilà. Elle travaille dans les bureaux, enfin voilà, une vie vraiment un petit peu cliché de la vie londonienne. Ils sont dans une société où les fae, ça existe en termes de légendes et de mythes. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous, on aurait les licornes, eux ils ont les failles, c'est un petit peu ça dans cette société-là. Et un jour, Elise, elle a une collègue avec qui elle adore, sa collègue adore lui tirer les cartes de tarot en fait, et elle va lui sortir une carte, c'est un fae dessus avec les yeux rouges, les cheveux rouges, et elle est un peu perturbée parce que cette carte elle l'a jamais vue alors que son amie lui tire les cartes depuis super longtemps. Mais elle va pas s'en préoccuper, son amie est pas très bien parce que cette carte c'est un petit peu un grand changement dans la vie, un truc parfois un petit peu négatif, donc elle est pas très bien parce que cette carte elle sort jamais, elle sort pile à ce moment-là, c'est un peu bizarre. Et le soir, en prenant le métro pour rentrer, Elise elle va assister à une scène un petit peu d'horreur. En fait il y a une espèce de magie qui va s'appliquer sur tout le wagon et les gens vont littéralement s'entretuer. Jusqu'au Elise, elle est pas touchée par cette magie-là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle va se mettre dans un coin en essayant de se cacher jusqu'au moment où le fameux fae que son amie a vu sur la carte va débarquer et va décider de l'emporter pour comprendre pourquoi est-ce que Elise n'a pas été touchée par son sort. Donc déjà, qu'est-ce que des fae foutent à Londres en plein milieu de la ville? Qu'est-ce que c'est que cette magie qui existe en fait? Et en fait, Elise va devenir l'esclave de ce prince fae et elle va comprendre qu'en fait les fae ont réussi, il y a des années de ça, je vous explique dans les grandes lignes, hein. Les fae ont été emprisonnés dans un monde parallèle. Avant, les fae pouvaient faire la liaison entre leur monde et le monde humain. Et un jour, à l'issue d'une guerre, ils ont été emprisonnés dans leur monde. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont réussi à ouvrir une brèche et c'est par cette brèche qu'ils sont passés. Et leur but est de reprendre possession du monde en fait, parce que dans leur pays à eux, il y a des maladies, les enfants vivent très peu. Enfin voilà, c'est assez particulier. Et surtout, les humains leur ont bien foutu à l'envers en plus de ça. Elise, elle comprend pas trop où elle est. Elle a pas du tout envie de rester son esclave à vie. Elle a pas du tout envie de voir la population humaine détruite par les fae. Et le prince en question s'appelle Kian, j'allais dire Khan, mais c'est Kian. Il est victime d'une malédiction qui a été mise en place par les humains, justement. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas les humains, mais le camp des humains en général. Oh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est pas les humains directement, étant donné qu'ils ne maniaient pas la magie, mais en gros, Kian et ses frères, ils sont 3, ce qui va créer une trilogie. Vous connaissez mon amour pour les hommes compagnons, je suis là en mode ah. En plus on les a déjà rencontrés, bref on en parlera après. Le camp des humains a réussi à se procurer des gens qui font de la magie pour foutre une malédiction sur les 3 princes fae, donc Kian et ses 2 frères. J'ai oublié leur nom. Lui c'est un prince de sang, il y a un frère qui est prince de glace et l'autre qui est prince de la nuit. Et donc du coup le marché c'est que Elise est en capacité en réalité de faire passer la malédiction, ils comprennent pas trop pourquoi, mais il veut saisir sa chance. Et donc ils vont passer un marché, sachant que les marchés chez les fae c'est quand même très dur à rompre.
Donc Élise, elle reste esclave, elle va vivre plein de péripéties au sein de la communauté Fae parce que c'est une petite humaine et en plus c'est la seule humaine qu'ils ont réussi à capturer quoi. Et en partie de ça, elle essaye de débloquer, enfin de libérer Kian de sa malédiction. Sauf qu'au milieu va venir se glisser des petites histoires de destin, des petits sentiments et donc c'est ça qui fait que le roman est juste génial. Du coup en termes d'avis, je connaissais pas du tout et je suis pas du tout déçue, c'est vraiment le genre de bitlit que moi j'adore et c'est pour ça que j'adore la maison d'édition Milady. C'est pour ce genre de livre que je lis du Milady vraiment. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment acheté par hasard, hein, j'en avais jamais entendu parler ailleurs et je ne suis pas déçue et je vous le recommande d'ailleurs chaudement. Alors il est très très court, il se lit très très bien, c'est un petit peu dommage même si... alors, on va parler... Comme d'habitude, je vous fais 3 points très précis, univers, personnage, intrigue. En termes d'univers, comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué dans les grandes lignes, mais on en apprend énormément dans ce livre-là sur la guerre qui a opposé les humains et les Fae, sur les raisons de pourquoi les Fae ont perdu, comment la malédiction a été mise en place, etc. D'ailleurs, la guerre a eu lieu pendant l'Antiquité, donc c'est assez drôle parce que du coup, eux, ils connaissent pas la télé, ils connaissent pas les armes modernes, etc. Et on est sur un univers qui est quand même très bien construit. Franchement, la mythologie Fae est exploitée dans le mieux qu'elle puisse être exploitée, pardon. Et vous le savez, à force, je lis énormément de choses sur la mythologie Fae parce que j'adore ça. Et c'est un sujet qui me passionne en romantasy et en fantasy en général. D'ailleurs, le deuxième dont on va parler, c'est Akotar. Akotar, c'est les Fae hein, aussi. Et donc, il y a plein de façons d'exploiter les Fae que je trouve très intéressantes parce que ce n'est pas cantonné à un seul et même truc, c'est comme les vampires, enfin c'est pas comme les vampires, où les vampires par exemple il y a des codes assez précis, les loups-garous il y a des codes assez précis qui sont souvent très respectés. Là les Fae c'est un petit peu un fourre-tout et à la fois c'est source de très grande créativité, de très grande originalité dans les romans. Là l'univers est super bien exploité et comme je vous l'ai dit on nous l'explique d'une façon, alors ça se fait très naturellement, c'est Élise en fait qui va poser des questions parce que comment dire qu'elle est en train de sauver un monde qu'elle-même ne comprend même pas. Donc c'est assez complexe pour elle et donc du coup c'est Kian qui va dire ok bah je vais quand même t'expliquer et puis même dans la relation que développent les deux ils vont passer enfin en fait c'est vous savez ces discussions sur l'oreiller quoi donc du coup ça nous permet à nous d'en apprendre plus. D'ailleurs je sais pas oui il y a des scènes de sexe mais il y a des scènes de fesses oui ça y est je m'en souviens parce que je les lis pas en fait donc parce que voilà. Donc en termes d'univers, je pense que la suite des tomes va nous permettre de mieux développer parce que du coup chaque tome va être sur un frère et donc du coup la malédiction de Kian est très propre à Kian, la malédiction des deux autres frères vont être propres à eux aussi. Donc je pense que ça va permettre de creuser un petit peu tout ça, que ça va être vraiment cool. Sachant qu'en plus le tome 2 c'est sur le prince qui a comme malédiction en fait parce que Kian sa malédiction c'est qu'en fait il a besoin de sang pour survivre et pour pas mourir en fait et sa jauge on va dire c'est ses cheveux qui deviennent de plus en plus rouges au fur et à mesure que la malédiction avance et donc il va boire le sang d'Élise parce que son sang lui permet de faire reculer la malédiction. Et donc son deuxième frère, je me souviens plus du dernier mais sur celui qui sera dans le tome 2, sa malédiction c'est que son cœur se transforme peu à peu en glace et il ressent de moins en moins les émotions. Donc je pense que la petite nana qui va débarquer là-dedans, ou le petit mec d'ailleurs, parce que j'ai déjà lu des bitlit où c'est un mec en fait, voire un trouble dans Redwood. Je vous jure quand j'ai lu ce tome j'étais un peu en mode mais dans Redwood, c'est un trouble. Donc on se doute bien que le compagnon ou la compagne va venir chambouler tout ça et que ça va être un petit peu marrant et à la fois un peu émotionnel. Bref, j'ai adoré le fait que ce soit des points de vue alternés parce que du coup on a le point de vue de Kian et c'est clairement un He Fell First. J'ai un air dans l'œil qui arrête pas de bouger, ça me stresse. C'est clairement un He Fell First, on voit à travers ses actions que Kian est tombé fou amoureux d'elle, et, enfin fou, non, j'abuse un petit peu, mais qu'il refoule un petit peu ses sentiments, et c'est lui qui les a eu en premier quand il a compris que son sang avait quelque chose un petit peu particulier pour lui, c'est que bon, il y avait des petits signes. J'ai beaucoup aimé Élise, même si des fois elle est un petit peu stupide, franchement, des fois elle prend des décisions, tu te dis mais... Ou alors elle est incapable de se remettre en question et de considérer que... Enfin, c'est qu'au début du roman, parce que quand elle constate ce qui s'est vraiment passé, elle se dit « Waouh, mais les humains, on est rendés. » Mais en tant qu'humaine, très honnêtement, si un prince Fae venait m'expliquer que les humains les avaient trahis, je serais même pas étonnée. Genre, on le sait, les humains ne sont pas les personnes les plus vertueuses du monde. Et je suis pas sûre que des humains qui n'ont pas de capacité magique ne seraient pas envieux et jaloux au point de vouloir détruire des gens qui ont des capacités magiques. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Les méchants veulent détruire les gentils. Enfin, je veux dire, il y a des méchants dans le monde. Faut arrêter de voir le monde de manière les humains sont trop bons. Non, les humains sont trop cons, surtout. J'ai du mal à le comprendre parce que moi, quelqu'un vient me voir, un être magique, j'ai la preuve que la magie existe et qui raconte pas des pipeaux, me dit « Les humains nous ont trahis, les humains sont des gros cons », je fais « Ah ouais, tu découvres ça que maintenant ?» Bah moi je le savais depuis longtemps. Parce que, bah on le voit, enfin moi je le vois,
Je veux dire, il suffit juste d'ouvrir une chaîne d'infos. Alors non. Mais il suffit juste de regarder le 20h pour savoir que les humains sont des gens très méchants. Bref, donc c'est surtout sur ça qu'elle m'a énervée. Après, quand un prince failli te regarde et dit qu'il va exterminer Tara, c'était un peu en mode... En plus, je viens de m'en rappeler, j'avoue, Élise, elle porte un secret assez compliqué. Et en fait, alors c'est très intéressant parce qu'on nous le rappelle de temps en temps et on se demande ce qu'elle a bien pu faire parce que vraiment, elle dit qu'elle regrette, elle dit que c'est pas forcément une bonne personne. Et en fait, quand on se rend compte de ce que c'est un peu choquant parce que je ne l'ai jamais vu, je crois, abordé dans un roman. Enfin, choquant, non, au final, mais et t'es là en mode waouh, c'est puissant en fait en termes d'émotion. Ce qu'elle a fait, c'est pas quelque chose de facile. Mais elle devait le faire et c'est beau en fait ce qu'elle raconte tout simplement. Donc ça lui donne aussi une certaine profondeur et je veux dire, enfin c'est dire à quel point en très peu de pages ça lui donne de la profondeur quand même. En fait on s'attache à elle, bon alors on s'attache aussi à Kian. On s'attache aussi à Kian parce que vraiment on est sur un book boyfriend par excellence. Il est trop mignon, il la protège. Il y a une scène en particulier à laquelle je pense, je vous en ai parlé un peu plus en détail sur Instagram où vraiment j'étais là genre waouh, genre le book boyfriend qui vole au secours de sa dame, dès qu'elle est en danger, alors qu'il lui avait dit de partir. Enfin vraiment, c'était absolument trop mignon. Et Kian aussi, vu qu'on a son point de vue, ça le rend aussi très attachant parce que du coup on a ses émotions intérieures et il n'est pas juste une coquille vide. Donc c'est assez intéressant parce que je trouve ça assez dur quand on met pas un double point de vue de ne pas faire du personnage d'en face une coquille vide en fait. Donc c'est quand même assez intéressant de ce point de vue là. J'ai beaucoup aimé aussi la relation entre les deux qui est très la belle et la bête tout simplement. On est sur une malédiction qui a une date de péremption et qui condamne tous les failles au fur et à mesure. Et puis surtout Kian il a une immense bibliothèque. Et Élise à la base avant de travailler dans des bureaux elle voulait travailler comme restauratrice au British Museum. Donc les livres anciens, elle connaît. Et c'est pour ça aussi qu'elle comprend aussi ce qui se passe en termes historiques, parce qu'elle connaît l'Antiquité par cœur. Donc elle peut mettre en corrélation ses connaissances et ce que lui raconte Kian et dire « Ah ouais, c'est vrai qu'en fait... Ouais, en fait, oui, c'est ça qui s'est passé. » Bref, et donc du coup j'ai adoré le côté La Belle et la Bête parce qu'il faut savoir que c'est un de mes Disney préférés, vraiment j'adore, d'ailleurs il faut que je lise la réécriture du conte parce que ça fait super longtemps que je dois la lire et qu'il serait temps. Je suis très très attachée au dessin animé de mon enfance en fait tout simplement. Du coup en termes d'intrigue, on est sur une intrigue très intéressante parce que elle se constitue au fur et à mesure que ça avance. Mon PC s'éteint, ça me saoule, t'as 5 secondes de veille, c'est abusé. On est un peu sur une trope de l'élu. Je m'explique. La trope de l'élu, pour moi, c'est... En gros, c'est l'héroïne qui va sauver le monde. Non, elle ne va pas sauver le monde, on le sait tous. C'est un peu... la trope de l'élu, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois dans A Dawn of Onyx. C'est vraiment, c'est la seule qu'il nous fallait pour sauver la Terre. Ça me saoule, parce qu'en fait, oui, si les personnages étaient très banals, ce serait nul à chier. Mais de là à en faire une trope de l'élu, faut peut-être pas abuser non plus parce qu'il y a quand même d'autres choses à raconter que la trope de l'élu. Le fait que ce soit la compagne par le lien du sang et que ce soit la seule et unique, oui ça je veux bien, c'est utilisé en plein de mythologie, c'est pas une trope de l'élu, ça n'a rien à voir. C'est une trope de la compagne, c'est pas la même chose. Là c'est vraiment, elle va sauver la terre des failles. Ben voyons, mais rien que ça. Mais un mardi comme un autre finalement. Enfin bref, ça m'a un petit peu saoulée. Soit. Au personnage, j'ai oublié les frères d'ailleurs. Celui qui n'a pas le cœur de glace, du coup, très très drôle, hyper sarcastique et qui envoie dans la gueule de son frère. C'est hilarant. J'ai trop hâte d'avoir les tomes sur eux parce que... de toute façon, je vais lire la suite très vite. Hein. C'est des petits poches, ils coûtent 9 balles. Je veux dire, voilà. Très très bien. Du fait de la longueur du livre, il est vraiment très très court. Tout va très très vite, tout s'enchaîne très très vite. Mais du coup, ça fait qu'on ne s'ennuie jamais. Et qu'en plus de ça, au milieu de cette cacophonie, on a quand même les explications historiques, les explications de l'univers, etc. Donc ça reste quand même intéressant. Ça va très vite, on s'ennuie jamais, et en même temps on a l'univers. Des fois, ça arrive très souvent dans le livre, il y a une pause dans l'intrigue pour nous expliquer l'univers. Là, ça va tellement vite. C'est génial. En plus de ça, Élise, elle est humaine, donc elle est mêlée aux intrigues des humains, et donc les humains, ils sont en train de se faire attaquer la gueule. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de récupérer Élise parce que eux ils pensent que c'est un otage, sauf que Élise elle a fait un pacte, elle veut rester avec le mec. Et du coup le fait qu'elle soit au milieu c'est aussi très intéressant. Je vous en parle pas beaucoup en détail parce qu'il est court et j'ai pas envie de vous spoiler plus que de raison, mais tout ce que vous devez retenir c'est que si vous aimez les romantasy avec des failles, il est génial. Alors il faut être honnête, je ne l'ai pas fini, mais vu que je l'ai déjà lu, je considère que je peux vous faire le point de lecture alors qu'il me reste 15 pages. Alors est-ce que je vais vous faire l'affront de faire le résumé de Un palais d'épines et de roses qui est sur n'importe quelle plateforme de livres depuis des années, je crois qu'il date de 2019 je crois. Mais bon, pour les
les 4 au fond de la classe qui ont pas suivi. Qu'est-ce que c'est à Cotard? On va suivre Fer, qui est... En fait, elle vient d'une famille qui, après la mort de sa mère, a été complètement désargentée. C'est des anciens bourgeois, en fait, et du jour au lendemain, ils sont tombés dans la pauvreté. Fer, elle a fait une promesse à sa mère, c'est de prendre soin de ses 2 sœurs et de son père, et donc c'est elle qui s'occupe d'aller chasser pour avoir de la bouffe et pour aller vendre les fourrures au marché. Un jour, quand elle chasse, elle va tuer un faé. Pour elle, il ressemblait vachement à un très gros loup, et puis au bout d'un moment, elle s'est peut-être dit « Ah merde, c'était peut-être un faé ». Et donc, il y a un faé nommé Tameline qui va débarquer, qui va lui dire « Eh bien, c'est une vie pour une vie, donc tu vas venir avec moi parce que tu as tué un de mes soldats ». Elle va se retrouver dans un château. Elle pensait vraiment être prisonnière, et puis en fait, le mec la traite comme si elle faisait partie de la haute bourgeoisie, c'est une véritable petite princesse. Et en fait, elle va découvrir petit à petit ce qui s'est passé sur la terre des faés, et pourquoi est-ce qu'il y a un mur, et pourquoi est-ce que les failles sont dans cet état, quelle est la malédiction qui les entoure, etc. Voilà, je vous résume pas plus. Pourquoi? Parce que la première partie du roman, c'est super long. Il se passe rien. Ils sont dans le château, ils se touchent une main de temps en temps, l'autre elle peint des tableaux, basta. Alors pour ceux qui s'en rappelaient pas, c'était une relecture pour moi. Je m'excuse d'ailleurs pour la courtesse du résumé, mais comme je vous l'ai dit, il se passe pas grand chose pendant la première moitié du roman. Donc comment vous dire que vous spoilez 400 pages, ce serait un peu con de ma part. Mais bon bref. C'était une relecture. Et j'avais toujours dit que moi, le tome 1 me suffisait largement, Tameline, il était très bien comme ça, pourquoi on me faisait chier à changer de à lui changer son mec. Mais peut-être parce que Tameline, à côté de Raisin, c'est du caca pourri. On l'aime bien, mais Raisin, c'est quand même pas la même. Du coup, l'univers. Alors, pour l'instant, ça a beau être très long, c'est pas du moins explicatif. On a les bases en fait, on a les bases de l'univers, on a les bases de ce qui s'est passé pour en arriver là en fait avec cette malédiction, qui a donné la malédiction, etc. Pourquoi. Mais il y a encore beaucoup de choses cachées et on le sent très bien rien qu'avec la fin du roman. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en fait avec ce qu'on nous dit, avec ce qu'on voit. Et on se dit, ouais, d'accord. Et Fer voit pas grand chose, mais bon, Fer, on lui pardonne. On sent qu'en fait, il y en a encore beaucoup à découvrir, et surtout qu'on prend un petit peu Fer pour un con, n'est-ce pas, Tameline? Voilà. Mais le problème, c'est que Fer, elle est con. Donc, toi, quand t'es lecteur, tu te dis, il faut tilter, là, en fait. Il faut dire, ça va pas, ce qui se passe. On l'aime bien comme elle est, Fer, mais bon, des fois, elle est un petit peu bécasse. C'est pour ça que j'espère, très honnêtement... Alors, j'ai déjà le tome 2. J'ai demandé le tome 3 à Noël. J'avais demandé le tome 2 il y a... Bah, en fait, quand j'ai lu celui-là, j'ai demandé le tome 2 à Noël. À peu près dans le même temps. Donc j'ai déjà le tome 2 en soi, mais je vais attendre un peu pour le lire, je vais attendre que Noël passe, que je finisse bien celui-là, et après on verra. Mais du coup j'ai quand même hâte de lire la suite, parce que si ça nous en apprend plus sur l'univers, moi je dis banco, parce que j'ai une sensation de... on n'a rien appris en fait. Donc c'est hyper particulier parce que je suis en mode on ne sait rien de cet univers, on n'a rien appris de vraiment concret au final. J'ai beaucoup aimé là aussi l'aspect La Belle et la Bête. Alors là en l'occurrence c'est pas forcément la bibliothèque qui est mise en avant, c'est plutôt le fait que Fer elle peigne. Et en plus de ça la malédiction qui touche la cour, on est dans la cour du printemps en gros, l'univers des faées organisé en cour, les grands seigneurs, voilà comme ils appellent ça, la cour du printemps sont condamnés à porter des masques. Ils peuvent pas les enlever, genre c'est magique, ils ne peuvent pas les retirer. Et ça touche toute la cour, donc que ce soit les courtisans de Tameline ou les serviteurs. Donc ça m'a fait penser, d'ailleurs il y en a une, c'est clairement Madame Samovar, la théière. Bon du coup c'est pour ça que je vous disais que ça va de pair avec ça. On est sur 2 livres faées, on est dans les mêmes DA. Quand j'ai fait mes posts Instagram, ceux qui me suivent pas sur Instagram, il sera en description. Mes posts, en fait, je les fais dans la DA des couvertures. Donc là, on va être sur du rouge et du bordeaux. C'est exactement les mêmes couleurs à genre 2 nuances près, quoi. C'est vraiment les mêmes livres. Hein. C'est des faées avec une trope de La Belle et la Bête où il y a une malédiction. Et là, il y a les livres, là, il y a la peinture, quoi. C'est exactement ça. Mais j'aime bien, vous le savez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est mon Disney d'enfance. Donc bon. En plus, c'est gaulerie parce que j'ai une rose, là. En termes de personnages, Fer, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas aimé, alors je pense pas que c'est un peu inhérent à son personnage. S'il y a un truc qui est inhérent à son personnage et le reste c'est un petit peu autour d'elle et même elle accepte pas trop, donc bon. J'ai pas aimé déjà le côté, quand je dis pick me, là c'est au sens vraiment négatif du terme, c'est-à-dire que on nous fait bien comprendre qu'elle est pas comme toutes les autres femmes. Parce qu'elle a vécu dans la haute société et elle sait ce que c'est, et elle préfère les pantalons, elle préfère aller chasser. A-t-on, alors après le livre est vieux, donc je veux bien que bon, mais a-t-on besoin de ça? Honnêtement, c'est comme Kéléana, c'est la même autrice. Hein. Kéléana, on a ça tout le roman. Ça nous casse les couilles, on s'en fout. On s'en bat les couilles, elle a le droit de porter des pantalons, ça ne fait pas d'elle une femme très différente, tellement différente que Tameline tombe sous son charme. Au secours. Mais au secours. Bref, mais enfin, c'est son personnage et à la fois les gens autour et elle est un peu en mode,
laissez-moi porter mes pantalons, quoi. Oui, je chasse parce que j'ai pas eu le choix, en fait. Et le deuxième truc, c'est que c'est un peu tout le temps la victime, quoi. Et mon père, il va pas bien, je suis une victime. Et ma mère, elle est morte, je suis une victime. En fait, elle se lamente sur son sort toute la journée, alors qu'il y a un peu des bougs qui sont en train de crever. Elle est là pour aider une malédiction, elle veut absolument les aider, elle se lamente toute la journée. Bon, ça m'a un peu gonflé, mais je sens qu'avec les événements de la fin, elle va arrêter, clairement, d'être comme ça. Parce que au-delà du fait de se porter comme victime, ça reste une femme très forte. C'est un personnage féminin super fort. Pourquoi est-ce que l'autrice l'a fait se lamenter toute la journée? Quand on voit la fin et quand on voit comment elle en est arrivée là, mais waouh, on est en mode waouh. Trop bien. Tamlin, comme je l'ai dit, j'aimais bien en fait, mais j'ai découvert Aizen dans ce tome et c'est très très intelligent parce que sinon on peut pas lire la suite. Et le truc qui se passe à la fin où on va être obligé de revoir Aizen, j'étais en mode c'est pas mal quand même. Hein. Et donc j'étais un peu en mode de tout sourire telle une enfant de 4 ans, genre waouh, génial. J'ai hâte de lire la suite parce que du coup on va revoir Aizen, je vous l'ai dit, à la fin du livre, il y a un événement qui fait qu'on sait qu'on va le revoir. Fer est obligée de le revoir d'ailleurs et mon dieu que j'ai hâte, parce que Tamlin à côté c'est du pipi de chat. Hein. Vraiment, Ryzen c'est pas mal quand même, hein, voilà. Et dernier personnage sur lequel je voulais revenir, c'est Lucien. J'ai mis là dans mes notes ma vida loca. Je sais pas ce qui m'a pris, mais il est sarcastique, il est drôle, il n'hésite pas, pardon, à rentrer dans l'art des gens. C'est tout ce que j'aime parce que je suis un petit peu comme ça, je suis un petit peu... Voilà, moi mon langage d'amour c'est quand je vais vous asticoter en fait. Si je vous regarde pas et je vous calcule pas, c'est que je m'en bats les couilles. Voilà. Et enfin... En termes d'intrigue, parce que Lucien n'est pas non plus le personnage de l'année. Alors, Lucien a un background quand même très intéressant et fait que, pareil, c'est pas une coquille vide, mais voilà, c'est pas le personnage principal et je suis pas sûre qu'on le revoit beaucoup par la suite, donc bon. En termes d'intrigue, tout s'enchaîne assez vite, mais là, quoi. Tout le reste, c'est long. Non, j'abuse. Peut-être là. Voilà, moitié-moitié. C'est un tome 1. Bien entendu que ça doit être lent pour qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on va nous expliquer, tout ça. Mais là, c'était quand même très lent. Et je vous dis, ça commence à se bouger le cul quand on commence à parler de elle, avec un E majuscule. Et d'ailleurs, ce que j'ai mis dans mes notes, la fin... C'est toute l'intrigue avec elle qui se résout, entre guillemets. Je perds mes cheveux, c'est terrible. J'ai beaucoup aimé cette intrigue-là parce qu'elle est super intéressante et ça revêt une forme d'intrigue que j'aime bien, enfin un mécanisme d'action en fait que j'aime bien. C'est assez intéressant. Je crois qu'elle est finie, hein, après ce tome-là, elle est finie cette intrigue-là. J'ai quand même super hâte de lire le tome 2 parce que je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus. Qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment je pense que je vais officiellement passer de Tamlin à Ryzen. Je vous laisse découvrir ça si j'arrive à le lire au mois de janvier, parce que je me sens que le tome 1 à l'époque je l'avais lu au mois de janvier et je trouve que l'hiver c'est des périodes très propices à un palais défini de rose. Je sais pas, il y a un petit truc, la forêt, tout ça. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai quand même super hâte de lire la suite, mais même si lui il a été super long, j'espère que le tome 2 le sera pas, parce que stop. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, là je suis quasiment à jour, il va juste me manquer le livre que j'ai lu hier, que j'ai fini hier. Je me presse pas dans le sens où je pense que c'est la vidéo qui sortira... Ah non, faut que je fasse ma wishlist. Donc je pense que la vidéo qui sortira la semaine prochaine c'est ma wishlist. Et la vidéo du 25, j'aurai pas le temps de vous tourner mes cadeaux de Noël étant donné que je les aurais eu la veille et que bon le 25 vous en doutez je vais être en famille. Donc ce qui va se passer c'est que je vais vous tourner une vidéo de mon bilan 2025. Je pense que je vais plutôt faire ça. Bref, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, bon courage pour les derniers examens, les dernières révisions, le travail, etc. Vous inquiétez pas, c'est bientôt les fêtes. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, plein de bisous. Ciao!